Bonsoir à tous et bienvenue sur cette deuxième émission d'Encre et de Bulles. Une émission où on parle news VO, on parle news VF, on parle de dernières issues qu'on a lues et des dernières sorties librairies qu'on a lues. Et où on est là pour quelques temps ensemble. Et comme c'est quand même beaucoup plus sympa de ne pas être tout seul à parler, avec moi on retrouve Isoka Parker. Salut Isoka. Salut tout le monde. Comment tu vas? Écoute, ça va bien. Ravi d'être là ce soir pour parler comics tous ensemble. Ça devrait être une bonne soirée. On retrouve aussi Adas. Salut Adas. Salut tout le monde, très content d'être de retour pour cette deuxième émission. Tout va bien pour toi? Ouais, tout va nickel. Bon, parfait. Quand on parle comics, ça va toujours. Tu m'étonnes. Surtout qu'il y a des choses à dire cette semaine. Et notre invité de la semaine, Léna de la chaîne Léna in Live. Salut Léna. Salut tout le monde. Très content d'être avec vous pour cette émission. Donc, présente-toi un petit peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Bon, c'est la deuxième, donc de toute façon, il n'y a pas grand monde qui nous connaît, mais ça permettra de te présenter toi un peu. C'est le début. Moi, je suis principalement encore et de temps en temps chroniqueuse dans Comics Discovery. Et donc, par la suite, j'ai monté donc ma chaîne Le Nain Live, Léna in Live, ça dépend. Et sur laquelle j'ai une émission qui s'appelle Les Rattrapages de Léna, où avec Jules de la chaîne Jules et Nico et Tom, ils me font regarder des films cultes selon eux que je n'ai jamais vus. Donc c'est l'occasion. Et après, je papillonne de ci, de là chez les copains pour parler comics, parce que ça reste quand même une nouvelle grande passion. Voilà. Donc très content d'être aussi avec vous ce soir pour pouvoir parler de nos lectures. Ok. Ça fait plaisir. Et du coup, grave-le dans le marbre, on dit le nain live ou Léna in Live? On dit officiellement le nain live. Ok, bon comme ça je ferai plus l'erreur. Et Isoka, parce que c'est vrai qu'on s'est pas présenté sur la première. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur toi? On avait trop hâte de commencer en fait. On n'avait pas le temps. Écoute, moi passionné de BD depuis tout petit. D'abord franco-belge, grandi avec Astérix, Achille Talon, puis un petit peu plus tard du Vent Âme beaucoup, Torgal, 13, Largo Winch, SOS Bonheur, plein d'autres choses. Puis fin d'ado, j'ai découvert le manga, donc évidemment formidable, surtout Hunter x Hunter, comme on disait à l'époque, ou comme disent les jeunes maintenant, Hanta Hanta. Évidemment, Berserk, que j'ai découvert avec mon frangin au début des années 2000, c'était une énorme claque. Et puis dans le comics, je suis complètement tombé dans le comics depuis 10 ans à peu près, et j'ai énormément, je me suis énormément investi pour rattraper un peu tout mon retard dans ce médium formidable. Ça se voit pas du tout. Ouais. et à côté de ça, je suis un énorme passionné de NBA, de basketball, depuis 30 ans. Et depuis quasiment 25 ans, gros fan des Spurs, donc voilà. Ok. Bon, j'aurais peut-être du monde à te présenter alors. Et Adas, à ton tour, alors toi, on a beaucoup parlé X-Men avec beaucoup de désaccords au tout début, on parlait ensemble. Un anti-Morrison, un pro-Morrison sur le run des X-Men. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire un peu aussi sur toi? Moi, j'ai découvert le monde des super-héros avec les films Spider-Man de Sam Raimi, avec les Superman de Richard Donner aussi, que mon père avait en VHS à la maison. Et c'est comme ça que, voilà, de fil en aiguille, il m'a acheté mes premiers kiosques. Voilà, on passait en maison de la presse, il me prenait un bouquin parce qu'il y avait Spider-Man dessus. C'était 2-3 épisodes au milieu d'un run, donc je comprenais rien, mais j'adorais ça. Pour le prochain, tu as commencé vraiment à l'ancienne. Ouais. Comme j'ai commencé aussi, comme beaucoup de vieux lecteurs ont commencé. La joie des kiosques Panini et Semic de l'époque. Exactement. Et c'est 11-12 ans, quelque chose comme ça. Ouais, vers 2013. Un peu après que le film Avengers soit sorti au cinéma. J'ai commencé à lire avec les Marvel Now à l'époque, qui avaient relancé plein de numéros 1. Ça a commencé aussi à sortir en librairie à ce moment-là. Et je me suis lancé, et depuis, ça prend une part conséquente de mon budget lecture. On en est tous là. Et quand j'ai commencé, du coup, il y a
il y a une douzaine d'années, ça a vraiment été avec les X-Men de Bendis, quand j'avais un oncle qui avait quelques intégrales, notamment le début du run de Claremont, donc quand il m'a vu lire le run de Bendis, il m'a fait « Attends, il faut que je te passe un truc », il m'a filé les intégrales, et c'est comme ça aussi que j'ai commencé. Tu as eu un gros gap de qualité en plus, passer de Bendis à Claremont, c'est le bon chemin pour le faire. Oui. Les débuts de Bendis sont pas mal, hein. C'est après que ça baisse en qualité, mais bon, dans tous les cas, ouais, c'est clair que... oui, clairement, quand je suis arrivé à la saga du Phénix Noir, je me suis dit, mais oui, je veux lire plus de choses comme ça, en fait. Oui, je comprends. Ça baisse très peu en qualité, hein, le run de Claremont. Hein. Moi, franchement, ça reste mon run préféré des X-Men, d'assez loin. Oui. Ou quand tu as un creux, il trouve un moyen de remonter derrière. Ah ouais, carrément. Il y a toujours des sous-intrigues qui sont chouettes, ou il y a toujours un personnage que tu adores là-dedans. Enfin, moi, vraiment, les X-Men de Claremont, je suis un gros fan. Voilà. À son point d'orgue reste quand même pour moi le Phénix Noir. Ouais. C'est vraiment un point culminant au Phénix Noir où après, ça reste très bon, mais c'est un petit peu en dessous quand même que la saga du Phénix Noir. Après, ça enchaîne fort. Hein. Days of Future Past. Ouais, mais t'as pas ce run au long cours qui a été préparé des années auparavant. T'as vraiment l'impression qu'il y a une préparation pour arriver au Phénix Noir. Et puis, parce que moi, les X-Men cosmiques, c'est la partie que je préfère. Et quand je me suis relancé dans les X-Men modernes, j'étais super heureux de trouver de commencer la saga La chute de l'Empire Shi'ar. Ouais. Qui me refaisait voyager dans la saga du Phénix Noir, justement. Donc voilà. Pour te spécial X-Men un jour, pardon. Ça peut se faire. Pour me présenter, moi, vieux lecteur de comics, je crois que mon tout premier comics, c'était ma grand-mère qui me l'avait acheté dans les années 90, où c'était un Batman Aventure, où c'était en format BD type Astérix. C'est un des tout derniers arcs des intégrales qui sont ressortis là chez Urban, où on voit Catwoman courir sur les toits et Batman qui lui court après. Cette image m'avait énormément marqué, alors me demandez pas pourquoi, hein, mais ça m'avait marqué. Il y a eu ensuite tous les dessins animés, Spider-Man, les X-Men, même les dessins animés moins bons qu'on pouvait avoir avec Hulk, les 4 Fantastiques et Iron Man des années 90, qui ont fait que j'ai continué à mordre complètement. Puis arrivé à la fac, on m'a passé la saga de la tablette de Spider-Man en intégrale. Et là, j'ai fait, non, c'est ce que je veux lire. Et ça fait maintenant près de 20 ans que je lis des comics et que j'ai une collection qui commence à être un petit peu envahissante. Au point où j'ai mon lit dans ma bibliothèque. Littéralement. Donc voilà. Mais ouais, vieux lecteur et puis gros fan des X-Men, de Green Lantern, comme vous pouvez peut-être le voir sur ces 2 étagères. Et où Geoff Jones m'a fait littéralement tomber amoureux du personnage. Donc voilà. Oui, c'est pas le moins bon run qu'on peut avoir sur Green Lantern. C'est sûr. Donc voilà, je pense qu'on peut passer aux news VO du coup. Avec le petit jingle, on se professionnalise. Alors dans les news, c'est surtout toi qui as choisi les news, oui. Isoka. Attends, faut que je me remette du jingle. Oui. Oui, c'est moi qui ai un petit peu choisi. Du coup, j'ai regardé un petit peu ce qui avait attiré mon attention pour les prochains mois. Il y a un petit peu de tout. Il y a des numéros qui sortent dès la semaine prochaine. Il y en a qui sortent fin du mois. Il y en a qui sortent en avril et en mai. Voilà. Voire même en juin, vous verrez. Donc, il y a un petit peu de tout. Il y a plein d'autres choses, hein, mais j'ai voulu faire assez court. Au pire, ceux qu'on n'a pas forcément en visuel, on pourra en parler comme ça en ping-pong. Et puis, chacun qui veut rebondira si jamais il ou elle est intéressé par la série dont on va parler. Ok. On va commencer par Image, hein, vu que c'est là où il y a le plus de sorties. Ouais. Je te laisse un peu moi, ça. Ouais, personnellement, moi, c'est mon vivier principal, Image Comics. Hein. Je dois prendre à peu près d'une quinzaine d'issues chez eux par mois. Hein, donc, c'est dire. Donc là, j'ai choisi donc 3 séries. On va commencer par celle qui sort à la fin du mois, hein, qui sort le 27 mars, je crois.
c'est Feral. Et Feral, c'est, si ça vous dit quelque chose un petit peu au niveau de la cover, c'est par les créateurs de Stray Dogs. Stray Dogs qu'on a connu, je crois qu'il est sorti chez Panini au début de l'année dernière. Si je dis voilà, c'est ça. Et donc c'est Tony Flix au scénario et Trish Forstner au dessin. Trish Forstner, c'est la dessinatrice, entre autres, de Mon Petit Poney, figurez-vous. Et Mon Petit Poney, ça cartonne, hein, mine de rien, en comics jeunesse aux États-Unis. Donc voilà, moi là. Oui, vas-y. Faut voir le nombre de séries qu'il y a My Little Pony qui sortent toutes les semaines chez IDW. Ah, c'est chez IDW, tu vois, je savais pas. Oui. Et oui, non, mais ça cartonne. Voilà, il y a des grands fans de Fury, évidemment, ça n'étonnera personne. Et donc, moi, j'avais beaucoup aimé Stray Dogs. J'avais trouvé ça très bien. Ce genre de dessin entre Disney et puis, vous savez, Brisby, le secret de Nîmes, même si j'ai oublié le nom du Don Bluth, non? Je sais plus. C'est ça. C'est ça. Hein. Et vraiment, ce genre de dessin animé cartoon que j'aime énormément avec des petits détails, etc. Et en même temps, ce qui est raconté est en inadéquation avec ce type de dessin. Donc, moi, j'aime assez déjà, ne serait-ce que le style. Et là, c'est une série régulière sur laquelle il se lance. A priori, après les chiens, il s'attaque aux chats. Et c'est une série régulière, et j'en sais pas plus que ça. Mais voilà, juste parce que c'est les mêmes auteurs, j'ai voulu aller sur cette série. Je sais pas si vous, je pense qu'il y a des chances. Je sais pas si Stray Dogs s'est bien vendu, hein, chez Panini. Moi, je l'ai pris. D'accord. J'ai pris la cover Le Seigneur des Anneaux. Silence des agneaux. Le silence des agneaux, tu veux dire? Oui, voilà. C'est pas facile. Qui me semble, hein, c'est voilà. Donc oui, le film avec le Hobbit qui est prisonnier et qui est cannibale, c'est ça. C'est celui-là. C'est ça. C'est le silence des anneaux ou le Seigneur des agneaux, c'est comme tu veux. Mais non, j'avais beaucoup aimé la série et je suis surpris de voir Tony Flix qui pop un peu partout. Il commence à se faire un petit nom. Il est notamment sur la série Army of Darkness Forever, là, qui célèbre les 30 ans du dernier film Evil Dead, enfin du dernier film de Sam Raimi en tout cas, qui est Army of Darkness, qui est plutôt très fun. Ça reprend la fin alternative du troisième film, et on le retrouve sur pas mal de choses. Local Man notamment avec Tim Seeley. Qui apparemment est un petit peu une lettre d'amour au Image des années 90. Moi, je ne l'ai pas encore lu, mais ça a de bonne presse, notamment chez Comic City. Hein, oui. Que j'écoute assez régulièrement. Dont un des chroniqueurs dont on n'a plus le droit de citer le nom, Dixit, le chat de Comic City. Il se reconnaîtra. Oui. Ça commence par un J, je crois, comme le Joker. C'est ça, et ça finit par un Onat. Ouais, c'est ça. Et donc dans Localman, Steve aussi en dit beaucoup de bien systématiquement, donc non, c'est plutôt cool. Voilà, donc je vais suivre, oui. Ouais, moi j'avais pris aussi Stray Dogs, j'avais pris la cover de Hit, et j'avais vraiment aimé ce côté d'avoir... ils aient sorti le comics avec plein de covers différentes, c'était déjà ça de base qui m'avait fait aller dessus, parce que je trouvais qu'il y avait pas mal de choix, et il y en avait un petit peu pour tous les goûts, donc ça c'était top. Et j'avais trouvé le récit vraiment sympa. Donc, Feral, ça me tente bien pour le coup. Pareil, j'ai pas été sur la sollicitation parce que je vais attendre le TPB, mais ça m'intrigue. Même si sur Stray Dogs, j'avais trouvé la deuxième partie avec tous les one-shots un petit peu moins intéressante que l'histoire principale. Ouais, d'un point de vue éditorial, c'était peut-être pas la meilleure idée de mettre tous ces one-shots à la fin, là, comme ça, juste... alors que peut-être ça aurait pu s'insérer un peu mieux, je sais pas. C'est ça. Alors, il y en a certains qui sont très bons, qui permettent d'apporter des points d'éclaircissement sur certains personnages. Il y en a d'autres qui sont un peu plus inutiles. Je suis complètement d'accord avec Léna, là. C'est-à-dire que, en fait, ils ont d'abord sorti les numéros de la série régulière, et ensuite, ils ont sorti Dog Days, en fait. Moi, je me suis dit, chouette, on va avoir un petit truc en plus. Et par contre, quand on fait de l'édition, on peut faire un travail aussi d'édition. Là, Panini, s'ils avaient mis un petit chapitre de Dog Days entre certains chapitres, on se serait peut-être plus attaché en fait aux différents chiens. Et je pense qu'effectivement, ça aurait été beaucoup plus fort au niveau de la résolution. Et je voulais vous montrer vite fait. Oui, pardon, vas-y. Vas-y. Non, c'est parce que Léna disait que c'est notamment les couvertures alternatives qui l'avaient attiré. Et bah oui, clairement, moi c'est pareil. Je suis tombé un petit peu trop tard, mais j'avais chopé en VO
voyez la couverture Oh. alternative, celle-ci, Ah ouais, elle est est belle. plutôt sympa. Ah, elle est classe. Et puis celle-ci aussi. Je ne sais pas si Ah vous ouais, très avez cool le aussi, film ouais. aussi. Voilà, Oui. parce que le film est Oui, peut-être oui. un peu moins connu quand même que Dracula. Qui est une adaptation d'un Voilà, comics d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Ah bon? Ah bah tu vois, j'ignorais. Si je dis pas de bêtises, c'est Steve Niles qui avait scénarisé le comics et qui a fait une très bonne série d'horreur fin 2022 chez Image avec Simon Kudranski au dessin. Et si vous connaissez pas Simon Kudranski, allez regarder un peu ce qu'il fait. C'est très numérique, mais c'est vraiment incroyable. Ah, c'est beau. Moi j'aime beaucoup. Bah, en fait, on en reparlera un tout petit peu tout à l'heure, tu verras, je ferai un parallèle. Avec notamment Something Epic, que moi je suis et que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui va reprendre bientôt. Pareil. Et j'ai lu aussi Blood Commandment, qui est très bien, une mini-série en 4, voilà, qui est à mi-chemin entre History of Violence, le film de Cronenberg, et un petit peu de, comment dire, de vampire, un petit peu. Donc un côté Last of Us et History of Violence avec du vampire. Okay. C'est vraiment sympa, c'est efficace. Donc voilà, pour Feral. Alors, t'en as choisi 2 autres aussi. Alors, je sais pas Je continue. Ouais. Vas-y. Alors après, au mois d'avril sortira, tu les as mis parfaitement dans l'ordre chronologique de sortie, figure-toi, c'est un professionnalisme qui est épatant. Donc non, ensuite, en avril, c'est... Non. Il n'y a pas de hasard. Ça n'existe pas, ça. Donc Drawing Blood, c'est écrit par... c'est coécrit, en fait, par David Avalon, dont on reparlera tout à l'heure, sans doute, évidemment. Alors, mais quel teasing. C'est fou, hein, tout est lié. Donc David Avalon, on en reparlera, mais il a repris la série Elvira depuis 2012. Et Kevin Eastman, on le connaît aussi forcément, puisque c'est le cofondateur des Tortues Ninja avec Peter Laird en 84. Donc ils sont tous les deux à la coécriture, et je crois que si je dis pas de bêtises, c'est Kevin Eastman qui sera au dessin. D'ailleurs, c'est lui sur la couverture que vous pouvez voir si vous regardez en audio. J'allais dire, ça ressemble à son style, oui. Ouais. Ah, c'est complètement lui. Parce que oui, bien vu Isoka, pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, Deezer ou toutes les autres plateformes de streaming, l'émission est aussi sur YouTube avec tous les visuels disponibles. Absolument. Donc là, je me suis un tout petit peu renseigné sur le pitch, mais pas beaucoup, parce que j'aime pas trop me renseigner sur les pitchs. En général, je vais beaucoup sur les titres, sur les auteurs. Et je regarde un tout petit peu le pitch, parce que c'est pas juste pour les auteurs méconnus qui pourraient lancer un titre aussi. Mais bon, quand on fait des choix, déjà, quand il y a des auteurs qui nous attirent a priori, ça fait beaucoup de titres dans le mois. Et là, je vois Kevin Eastman, David Avalon, je me suis dit, je suis obligé. J'aime énormément ce que fait David Avalon, on en reparlera. Oui. Kevin Eastman, au niveau du dessin, on a quelques pages de Kevin Eastman en dessin dans l'Intégrale Tortue, dont on parlera aussi. Et j'ai été plutôt convaincu par ce que j'ai vu. Et donc, du coup, j'ai voulu y aller. Voilà. Alors, de ce que j'ai cru voir pour Drawing Blood, c'est une ressortie. Ouais. C'est un comics qui avait... Ouais. Alors, attends, je retourne sur la page pour te dire ça exactement, mais j'ai vu ça tout à l'heure en me baladant un peu sur League of Comic Geeks. Et Drawing Blood... Comme ils avaient fait pour Art Brut de comment Maxwell Prince. Alors, je dis des bêtises. Il y a eu un Drawing Blood Spilled Ink qui est sorti chez Kevin Eastman Studios en 2019. Et qui visiblement reprend grosso modo les couvertures qu'on voit, sans que ce soit le style de Eastman. Parce que tout ce que je sais, c'est que c'est sur un dessinateur, auteur de comics, qui a connu le succès très tôt, une jeune vingtaine, qui a connu le succès, qui est un des meilleurs de l'industrie. Et il s'ennuie, il ne sait pas quoi faire. Et voilà, moi j'attends juste l'élément perturbateur, je peux en savoir plus, je veux le découvrir du coup. Donc je peux pas vous le vendre plus que ça, si ce n'est si vous aimez juste Kevin Eastman, David Avalon, et ça parle d'un jeune dessinateur de comics, et vu la couverture, ça va partir en action, visiblement. Il y a de l'action. On voit des espèces de tortues ninja dans le fond. Enfin, je sais pas, mais vous voyez, on voit les références, quoi. On voit des gens qui tirent à l'arme automatique au premier plan, et une jeune femme qui est assez peu vêtue et a une drôle de couleur. Enfin, il y a l'air d'avoir un petit peu de tout. On ne sait pas trop si c'est du fictif, de l'imaginaire, voilà, on ne sait pas si c'est ses créations ou si c'est juste sur le dessinateur de comics ou si il va se confronter à ses créations. On ne sait pas. On verra.
En fait, c'est un Cool World en peut-être certainement mieux. Enfin, faut espérer que ce soit mieux. Oh là 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 là. La référence Cool World. Oui, bah, je me souviens. C'était un petit peu les prémices de Roger Rabbit, de tout ce qu'on pouvait faire comme ça, un petit peu les liens entre eux. C'est après Roger Rabbit. Oui, c'est pour ça. T'as raison. Ouais, Cool World, ça a été fait avant. C'est 92, un truc comme ça, non? C'est ça, et Roger Rabbit, c'est 88. Ah, mais oui, t'as raison. De Zemeckis, hein, rappelons-le. Mais oui, bien sûr, bien sûr. C'est Zemeckis qui a clairement pavé la voie à cette nouvelle vague mais incrustée dans les films. Un autre film pour Palina, du coup. Il est sur ma liste. Ouais, bon courage. C'est pas le meilleur à voir, celui-ci. De quoi, Roger Rabbit? Non, Cool World. Ah non, je parlais de Roger Rabbit. Ah, t'as pas vu? Ah oui, effectivement, il y a du retard à rattraper. Non, Cool World, à mon avis, il mérite pas forcément d'être sur une liste de films à voir absolument. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Man, mais... pour un ado mâle plein de libido, ça peut être intéressant pour Kim Basinger. À l'époque même, à la limite, tu vois, mais maintenant, je sais pas. Non, alors que Roger Rabbit, il est encore très bien. Moi, je l'ai revu il y a moins de 5 ans, c'est top. Oui, c'est intemporel. J'avais dit que j'éviterais de digresser. Vous avez vu? C'est pas possible. Ça va. Ah là 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 là. Mais pour revenir sur le Drawing Blood Spilled Ink, pardon, c'est la même équipe créative. C'est David Avalon, Kevin Eastman, Ben Bishop et Taylor Esposito pour la série de 2019. Donc, par contre, elle était en 4 chez Kevin Eastman. Elle sera en 12 chez Image. Ok. Donc, soit c'est une réécriture de la série, ce qui est possible. Parce qu'après tout, si c'est Kevin Eastman qui détient les droits, il fait ce qu'il veut de sa série. Ah, c'est bien possible. Parce que j'avais comparé à Arbrut, donc une série de W. Maxwell Prince, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'auteur d'Ice Cream Man, notamment. Et moi, j'avais suivi des issues de Arbrut, et en fait, c'était une ressortie. Donc ça peut arriver, ça aussi, pour une série qui n'avait pas forcément très bien marché, ou qui n'était peut-être pas allée au bout, ils font des ressorties parfois. Ou même des séries qui marchent, qui changent d'écurie, comme c'est le cas pour Powers de Bendis, qui est passé de Image à Dark Horse, et puis chez d'autres encore. Ou Mark Millar qui passe chez Dark Horse. Teasing encore une fois, parce que Powers, on en reparlera un tout petit peu tout à l'heure par rapport à qui a dessiné avec Bendis, on en parlera. C'est Michael Evenoming, on en parlera tout à l'heure. Et donc, sauf si vous avez autre chose à dire sur Drawing Blood, je vais enchaîner sur le troisième titre Image. C'est Ain't No Grave qui sortira au mois de mai. Donc mais dont on avait déjà eu quelques news depuis quelques semaines. Donc l'équipe créative, c'est Scotty Young et Jorge Corona. C'est une équipe créative qui a déjà œuvré. Ouais, je suis pas très fort en espagnol, ouais. Jorge. Jorge. Voilà, tu vois qu'il arrive. Oui, c'est vrai, je suis de mauvaise foi. Ça, c'est une de mes principales qualités. Du coup, Ain't No Grave, Scotty Young et Jorge Corona, qui avaient déjà œuvré ensemble sur Middle West, d'ailleurs, dont on reparlera, décidément, un petit peu, qui est dans la série Urban, que moi j'aime beaucoup, et qui avait fait également The Me You Love in the Dark, qui était aussi sorti chez Urban, je crois. Oui, en grand format. Non, c'était Urban, c'était énorme. Enfin, je crois que c'était le format de luxe, mais c'était pas leur tout grand format. Oui, non, c'est pas le format Urban, c'est le format, exact, le format de luxe. Mais qui est un grand format, du coup. Oui, je gère aussi la mauvaise foi sans aucun souci. Bon, après, la mauvaise foi, si on la reconnaît, ça en est déjà beaucoup moins, quand même. Mais bon. Et donc, voilà, moi, j'ai allé pour l'équipe créative que j'aime beaucoup. Scotty Young, je l'aime énormément aussi en tant que scénariste. J'aimais beaucoup de dessinateurs. Je dis j'aimais parce qu'il œuvre plus depuis des années, franchement. La dernière fois qu'il a dessiné, je crois que c'était la première série I Hate Fairyland. Ça date maintenant un petit peu. Ouais, il fait encore quelques couvertures chez Marvel, mais sur un titre intérieur, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ouais, moi, je l'avais découvert avec les X-Babies. Qui était sorti en 100% à l'époque où les 100% étaient souples chez Marvel. Donc il y a plus de 10 ans. À 12 €. C'est ça. Mais les intégrales étaient aussi à 23 € à cette époque-là. Ouais. Et c'est écrit sur la couverture. Et c'était écrit sur la couverture, ils n'auraient pas dû faire ça. Oui. Mais non, on repaye la retraduction maintenant aussi. Ah non, en fait,
Peut-être quelques coquilles qui ont été corrigées et puis on lui paye l'achat de ces quelques planches à Geneviève. Blague de mauvais goût, désolé. On enchaîne. Non, ouais, on enchaîne. C'est juste, moi, je voulais signaler au montage. J'avais adoré le travail au dessin de Scotty Young sur ce qu'il a fait sur Magicien d'Oz. C'était incroyable. Je sais pas si vous l'avez lu. Oui, c'est vieux, ça aussi. Ouais, c'est date. Oh oui, c'est vieux, début des années 2010, je dirais, ou peut-être même un petit peu avant. Peut-être même fin des années 2000, la première série. C'était vraiment génial. Panini a pas tout sorti. Ils avaient sorti le premier volume en next-gen, comme ils avaient fait, tu sais, pour les... Mince, ils avaient fait ça pour Miss Marvel, pour Miles Morales, je crois aussi. Les champions et Gwen Stacy. Un petit ange parti trop tôt, un next-gen, parce que je pense que ça va être remplacé par Marvel Pocket, du coup, j'imagine. Oui, qui était le même format au final, mais bon. Oui, complètement. Donc voilà, Scotty Young au dessin, j'adorais, mais au scénario, j'aime beaucoup aussi ce qu'il fait. Donc soit on a cité Middle West, The Middle in the Dark, qu'est-ce qu'il a fait d'autre récemment, je ne sais plus. En tout cas, j'aime assez ce qu'il fait. Il y a eu Twig. Moins la reprise de Ed Farian. Ah oui, Twig, voilà, mais Twig, j'avais adoré Twig, c'est super. On en reparlera tout à l'heure, donc on va peut-être pas parler de Twig. Donc voilà, western un peu fantasy, un peu voilà, ça m'a suffi. Équipe créative que je connais, que j'aime beaucoup, western fantasy, on y va. Mois de mai. Ouais. Clairement, j'irai dessus, ouais. Pour l'équipe créative, pour le thème, ouais, ça me parle bien. Moi, je l'avais mis dans ma liste aussi, ça me hype bien. Après, Scotty Young, je connais que pour I Hate Fairyland parce que j'ai pas eu le temps de lire Middle West et tout qui me tente quand même. Mais du coup, ouais, ça a l'air assez cool. Et puis le côté un peu western mélangé, côté peut-être un peu fantastique. Non, franchement, ça a l'air très cool. Ouais, j'avais hésité parce que j'ai fait mes précos justement pour le mois de mai, je crois, hier soir. Et quand j'ai vu que j'étais à déjà 25 issues, je me suis dit, il va falloir que je calme le jeu. Donc, celui-ci sera lu par des moyens détournés. Il y a Drawing Blood, par contre, qui lui a été pris. Et vu que j'ai pris la deuxième issue qui sortira au mois de mai. Ouais. Donc, voilà. On continue. Bon, on parlait de Kevin Eastman. Donc, on va aller avec son comics de cœur chez IDW. Chez IDW, alors voilà, ça c'est des news un petit peu plus fraîches qui datent d'une dizaine de jours environ. On avait appris un petit peu plus longtemps que la reprise, il y a un relaunch pour les Tortues. Un relaunch qui sera opéré principalement, mais pas seulement, mais principalement par Jason Aaron. Il est partout, c'est comme Lena, il est partout. Jason Aaron, c'est incroyable. C'est des têtes qu'on aime bien voir, du coup, donc tout va bien. Non, mais, il est dans voilà, il a repris un petit peu Action Comics, même si c'est pas l'auteur principal, ça va tourner. Je sais pas s'il est juste là pour 5-6 numéros, puis il s'en va, puis il revient pas, je sais pas. Mais bon, Action Comics, ok. Donc, sur les Tortues, Jason Aaron, on y va, c'est parti. On a annoncé aussi Jason Aaron sur le retour de EC Comics. Vous savez, cette licence d'horreur, enfin cet éditeur d'horreur qui va revenir, EC Comics. Il y aura du Jason Aaron aussi. Jason Aaron, c'est parti. Et Jason Aaron, il va écrire un one-shot sur Picsou, dont on a parlé dans la première émission. C'est incroyable. Avec une cover magnifique d'Alex Ross, alors que je n'aime pas Alex Ross en dessin intérieur, mais sa cover est vraiment incroyable. Mais il est quand même doué pour les covers, globalement, Alex Ross. Je veux dire, même les covers d'Immortal Hulk, elles sont folles, par exemple. Qu'on aime ou pas Alex Ross, les couleurs, tout sont fous. Ah oui, non, mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle quasiment plus que sur des covers, qui fait quasiment pas de dessin intérieur. Et peut-être parce qu'il coûte un peu cher aussi. Il y a moyen, ouais. Et puis ça doit lui prendre du temps, tu sais. Parce que je peux comprendre qu'en intérieur, on ait plus de mal parce que ça reste statique, c'est de la peinture, quoi. Donc, c'est ça. Je dis pas qu'on peut pas créer du mouvement avec la peinture, mais il y a des choses qui sont plus difficiles à faire. En tout cas, lui, comme il le fait, de manière iconique, ça peut être plus compliqué. Puis peut-être ce supra-réalisme, il peut sortir aussi parfois de comment on envisage ou considère le comics comme imaginaire, et le fait que ce soit peut-être trop réaliste, ça peut être perturbant. Mais il a fait très peu d'intérieur, de toute façon, Alex Ross. Il a fait Marvels, il a fait Kingdom Come, Justice. Ah, il a fait les icônes aussi. Ah ouais, quand même, il a fait pas mal. Peace on Earth, tu sais, Peace on Earth pour Superman, War on Crime pour Batman, le Shazam, Spirit of Truth pour Wonder Woman. C'est trop beau. La trilogie Earthfix. Ah ouais, mais ouais. Pas au dessin. Il n'était pas au dessin, il me semblait qu'il en avait fait.
en tout cas pas partout. J'ai Nicoléon en souvenir sur Earthix qui en avait fait pas mal. Ok, En bon, tout cas, ces intérieurs, ça date d'il y a quelques années maintenant. Les intérieurs il y a une vingtaine d'années à peu près. Ouais, c'est ça. Et donc, pour revenir sur nos tortues, revenons à nos tortues, comme on dit, c'est bien connu. Donc, on commence par, je crois que c'est au mois de mai, Teenage Mutant Ninja Turtles Black, White and Green. Donc, vous connaissez le principe, on en fait chez Marvel, on en fait... chez DC, on fait du Black and White. Je sais plus si on fait du Black and White and Red chez DC, je crois pas. Il y a eu Harley Quinn en Blight, White and Blood. Et il y a mais attends, mais il y a eu même, mais je te dis n'importe quoi, il y a eu du Black, White and Gold aussi pour Wonder Woman, que j'ai en hardcover en plus. Exact. Que j'ai pas lu. Et chez Dynamite, ils en font un petit peu aussi avec du Red Sonja. D'accord, donc voilà, pour ceux qui connaissent, il y en a eu pas mal de Black, White and Red notamment, avec du Wolverine, du Elektra, du Dark Vador, que j'ai en issues aussi. Je crois que tu as raison, du Deadpool aussi. Donc voilà, en général, c'est plutôt une série anthologique, hein, plein de petits récits, plein d'auteurs qui tournent, des dessinateurs qui tournent, avec normalement la contrainte de couleur. Essayer de faire en sorte que la couleur serve la narration ou le propos. C'est rarement le cas, on va être honnête. Enfin, rarement le cas, je sais pas, mais je trouve que cet exercice était mieux réussi, par exemple, dans les Batman Black and White, où là, il y a vraiment des récits qui sont excellents, qui utilisent bien quand même le noir et blanc pour montrer pas mal de choses, et puis on voit à l'ancrage vraiment des artistes extraordinaires. D'ailleurs, Alex Ross avait fait un petit récit avec Paul Dini, qui est superbe dans Batman Black and White. Et là, donc, on a du Black, White and Green. Voilà, on a un petit peu une flopée d'auteurs. Ça m'intriguait. J'avais envie de voir si la tentative artistique est à la hauteur. Voilà. Ça se trouve, ça va être un énième truc aux F avec du Red and Green and je sais pas quoi. Mais j'avais envie de tester. Il y a une belle brochette d'auteurs là. Je vois, il y a Declan Shalvey, Dave Baker, Paulina Ganucho, Jeremy Holt, Stokoway. Stokoway, ça m'intrigue vraiment de voir du Stokoway sur les tortues, carrément. Ah, plutôt, ouais. Après, ce sera que sur des couvertures, visiblement. Ah, ok, d'accord. C'est bien ça sort le 8 mai 2024 pour 6 €, avec une pagination augmentée. Ouais, ça doit être, c'est des trucs un peu plus massifs. Moi, j'avais lu un petit peu les... Un peu, c'est 40. Ah ouais, d'accord, je m'attendais à 50-60. Bon, ok. Bon, après, non, à 50-60, ça n'aurait peut-être pas été à 6 non plus. Non. Donc voilà. Mais la cover claque, je trouve un peu. Ouais, il y en a d'autres qui sont super belles aussi. Il y en a une où c'est Bebop et Rocksteady. Il y en a une autre que j'aime beaucoup avec Splinter et les tortues bébés autour. Elles sont super chouettes. On a pris celle-ci parce que je pense que ça va être la régulière et déjà je la trouve super belle et dynamique. Ouais. C'est celle de Declan Shalvey. Ah bah ok. Et voilà, on peut... Ouais, excuse-moi, Das. Non, c'est pas surprenant que ce soit joli si c'est du Declan Shalvey. C'est ça. Eh ben, on va continuer sur Dark Horse. Attends, je reviens rapidement. J'ai pas parti du. Non, mais ça va aller vite. Le deuxième titre qu'on voit, c'est tout simplement le one shot. Non, tranquille, ça va aller vite de toute façon. C'est tout simplement ce qui va lancer vraiment le relaunch des Tortues. Évidemment, c'est jamais simple dans les comics. On va pas vous faire un TMNT numéro 1. On vous propose un alpha one shot. C'est vachement mieux. Donc on fait un petit alpha. Non, mais ça c'est quand même fou. C'est une des maladies du comics aussi. Hein. Petit numéro. Bref, un petit numéro alpha one shot là. Je crois que lui, pareil, il a 40 ou 50 pages, je sais plus. Je sais pas si tu as ça, bon, on s'en moque. Et donc c'est Jason Aaron, je crois, avec notamment, là on voit où il y a notamment Tom Waltz qui coécrit avec Kevin Eastman, qui a écrit avec Kevin Eastman les Tortues pendant 100 numéros. Avant que ce soit repris par Sophie Campbell, si je dis pas n'importe quoi, pendant 50 numéros. Et donc là, on voit une petite flopée d'artistes, dont notamment Chris Burnham, que moi j'aime beaucoup. Donc voilà, je vais y aller, je pense, sur la relance des Tortues, même si je vais pas le lire tout de suite, puisque je lis les intégrales et que je vais probablement aller au bout des intégrales. Donc autant vous dire que je vais collectionner une série de floppies que je vais surtout pas déranger pour pas les lire dans le désordre, sinon je comprendrai plus rien. Et puis on en reparlera à ce moment-là, quoi. Voilà pour les Tortues. Et donc ça sort en juin 2024. C'est 56 pages pour 7 €. C'est ça. Enfin, 7 $, pardon. Ouais, il est un peu plus... c'est ça, 56 pages. On peut enchaîner. Bon, ce coup-ci, on peut y passer à Dark Horse. Voilà.
Dark Horse. Alors, Dark Horse, on va commencer par ce qui sort la semaine prochaine, parce que tout simplement, le numéro 1, je crois qu'il sort la quinzaine de mars, quelque chose comme ça. Enfin, peut-être pas le 15, mais je sais plus. C'est Helen of Windhorn. Oui, vas-y. Oui, tu disais, pardon. Ok. Non, c'est Helen of Windhorn que vous voyez sur la couverture de droite. Alors, ça, c'est la cover du numéro 2 qu'on a choisi parce que je la trouve assez magnifique et assez décalée. Enfin, il y a un truc qui est assez fascinant. Et voilà, une nana beurrée, ça te plaît, toi. Il n'y a pas que ça, il y a le sang aussi. Non, mais je veux dire, il y a ce côté, ouais, petites traces de sang. Enfin, tout est intriguant, quoi. La violence, la beauté et un côté décadent. Enfin, il y a des choses qui s'opposent et qui sont attirantes en même temps. Ouais, j'aime beaucoup cette cover. Donc, c'est Tom King et Bilquis Evely. Alors, tout simplement, c'est le duo d'auteurs qui était sur Supergirl, Woman of Tomorrow, que je n'ai pas lu, mais qui a très bonne presse. Je crois que vous avez lu, certains d'entre vous. Oui, et c'est mon Tom King préféré, notamment grâce au dessin de Bilquis Evely. Alors, j'aime beaucoup aussi Vision, Mister Miracle, mais Supergirl m'a énormément touché dans la manière dont Tom King écrivait. Et chaque planche de Bilquis Evely était fantastique. Elle s'en est sortie admirablement bien pour dépeindre toute la richesse d'un voyage spatial comme celui-là. Donc sur cette série-là, ouais, j'ai très très hâte de retrouver ce duo. Aïe, 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 tu viens de me le vendre là. En quelques secondes. Hein. Ah, c'est une catastrophe, je viens de perdre de l'argent là, à l'instant. Là. Alors, c'est ça. Moi, je suis un énorme amoureux de la Supergirl qui a été réintroduite en 2004 par Jeff Lobb, Michael Turner et j'ai oublié le troisième qui faisait partie du lot. Alors, attends, bouge pas. Ian Churchill, voilà. J'ai le TPB en face. Et j'aimais beaucoup ce côté adolescente qui se cherche. Et puis après, ça a embrayé sur la saga Superman que je préfère, qui est la saga du Krypton. Donc, voir cette Supergirl qui a été maltraitée, parce que la période New 52, elle n'a pas été très agréable pour le personnage. Ça a été tellement une bonne série que Urban n'a décidé de sortir que le premier tome. Il y a eu après ces errances chez les Red Lanterns de Peter Milligan, si je dis pas de bêtises, qui pour moi sont l'un de ses moins bons travaux. Et du coup, j'y suis allé en me disant, bon, ça va peut-être me réconcilier un peu avec le personnage. J'ai trouvé ça sympa, mais ça manquait un petit peu de fraîcheur, de joie de vivre qu'on pouvait trouver dans la série de Jeff Lobb, puis Jamal Campbell, si je dis pas de bêtises. C'est sûr que, un peu comme toujours chez Tom King, les personnages luttent contre on peut presque parler de dépression à certains niveaux, mais je trouve qu'il rend très bien un peu la rage contenue de Supergirl d'être la dernière survivante de Krypton, mais il y a Superman, voilà, mais Superman, il a quitté Krypton, il était bébé. Supergirl, elle a ce poids-là d'être la dernière à se souvenir de Krypton. Et ça, c'est quelque chose que Tom King rendait très très bien dans son récit, je trouve. Mais oui, c'est vrai que je pense un peu comme Mister Miracle, le récit, je pense, a beaucoup marché parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent bien le personnage, mais la proposition qu'on a fait Tom King est radicalement plus sombre que ce qu'on peut voir de lui d'habitude. D'un autre côté, du Tom King joyeux, c'est plus du Tom King. Hein. C'est du Joshua Williamson, c'est du Mark Waid, c'est tout ce que tu veux, mais c'est pas du Tom King. Et oui, j'entends DeviantPod là en train de pester tout ce qui sait sur Tom King. Si tu nous écoutes pas. Non, mais du coup, je comprends complètement parce que aussi des fois je trouve le style de Tom King un petit peu lourd. Ça a fonctionné sur moi sur Supergirl, ça fonctionne moins sur d'autres récits, mais notamment. Et tu l'as lu, toi, Pardon, vas-y. Non, juste moi, un Strange Adventure, je ne l'ai pas terminé. J'aimerais bien parce qu'il y a certains points qui me plaisaient, mais le côté très lourd m'avait un peu freiné. Je l'ai reposé et je ne l'ai pas repris depuis. Et du coup, tu ne l'as pas lu, toi, Léna? Ouais, non, je ne l'ai pas lu. On m'en a dit beaucoup de bien et peut-être trop. Enfin, c'est assez paradoxal. Hein. Non, mais c'est vrai que, notamment, James, je salue s'il nous écoute, qui me l'a tellement survendu que j'ai dit, des fois, quand on est trop survendu ou trop hypé par un truc, on finit par être déçu. Donc, je me suis dit, vaut mieux que je laisse couler un petit peu. Mais je sais que tôt ou tard, il faudra que j'aille dessus parce que tout le monde en dit tellement de bien que ça ne peut qu'être bien, je pense. Et oui, c'est pas mauvais. Hein. C'est juste que moi, ça m'a beaucoup moins plu parce que j'avais des attentes sur le personnage que je retrouvais pas. Oui.
Tom Et King, donc, on a l'impression... Ouais, vas-y, je t'en prie. vas-y. Et Tom King, en fait, on a l'impression qu'en fait, il prend des personnages, mais c'est des prétextes pour raconter les histoires qu'il veut raconter, en fait. Que peut-être, en voyant le personnage, il a envie de raconter soit une fragilité qu'il a vue dans le personnage qu'on n'a pas forcément vu, nous, qui aimons le personnage depuis des années, ou alors qu'il s'en fout, qu'il veut mettre quelque chose dont il veut parler, avec des thématiques qui lui sont propres et proches, comme effectivement l'exploration de du désordre mental ou parfois du deuil, du chagrin, de comment surmonter des obstacles. Tom King, il a quand même des thématiques assez intéressantes, effectivement. C'est un auteur à trope, mais comme il y en a beaucoup, tu l'as très justement dit, si on veut lire du plus joyeux, il y a des auteurs pour ça. Si on veut lire aussi du dépressif, il y en a d'autres pour ça. Comme la musique, en fait, j'ai envie de dire. Comme plein de choses. Mais effectivement, moi, ce Tom King, il divise et je comprends. Même moi, hein, j'aime pas tout ce qu'il a fait et pourtant, je prends beaucoup de ses séries, même en single. Hein. Là, rien qu'en single, je suis Love Everlasting, je suis Ellen of Windhorn, je suis Animal Farm, une série sur les animaux qu'il fait avec Peter Gross chez Boom Studios. Là, j'en ai pas parlé parce que il y a déjà 2 numéros qui sont sortis, mais j'aime beaucoup. Et parfois, il y a des trucs qu'il fait que j'aime pas du tout. Enfin, son Batman, j'ai eu beaucoup de mal, à l'exception de quelques numéros quand même. Heroes in Crisis, oh là là. Ouais, ça, c'est vraiment son récit malade chez DC, Heroes in Crisis. Ouais. Après, il a fait des trucs géniaux. La vision que tu as citée, Adas, c'est excellent. C'est assez brillant. C'est comment dépeindre la société, la banlieue américaine et sa capacité à être tolérante. Quoi. Enfin, c'est assez effroyable. Ça fait froid dans le dos, la vision, quand même. Mais bref. Enfin voilà, ça c'est le Ellen of Windhorn, donc ça sort bien la semaine prochaine. Ce sera aux alentours de $4, comme tout chou classique de chez Dark Horse. Ouais, c'est ça. Bah écoute, pareil, je sais pas grand-chose. Je sais que ça va être de la fantasy. Je sais pas du tout. Est-ce que c'est un isekai, comme on dit dans les mangas, c'est-à-dire que quelqu'un qui est dans notre monde va être transporté dans un monde de féerie, ou est-ce que c'est du fantastique qui va s'incorporer dans le réel? Je sais pas du tout. Peut-être rien à voir avec tout ça, j'en sais rien, mais ça m'attire beaucoup, ne serait-ce que par l'équipe créative. Voilà. Moi, je l'avais noté aussi, ça me tentait bien. Ça on en reparlera peut-être. Oui, il me semble vous êtes quelques-uns à vouloir le lire pour la prochaine, donc je pense qu'on va en parler, oui, en effet. Bah, tant mieux, comme ça, on n'a pas dit grand-chose, on a déjà parlé de Tom King, voilà. On n'a pas dit grand-chose sur le pitch, parce qu'on n'en sait pas grand-chose, enfin moi, j'en sais pas grand-chose. Et puis, moi, vu la typo, je m'attendais à une série spin-off au milieu l'inverse, à tout ce qui touchait Hellboy et son univers. Mais c'est la typo qui m'a induit en erreur, et puis la typo plus Dark Horse, le raccourci est vite fait, quoi. Et puis si Tom King il arrive dans un univers établi, il va n'avoir rien à secouer, puis il va faire ce qu'il veut. Pardon, ouais, je suis pas sûr que Mignola soit super d'accord. Quand le titre a été annoncé, j'avais pas vu que c'était chez Dark Horse, j'avais vu Tom King, Bill Quisevely et la typo du titre, et je me suis dit tiens, ça ressemble à un spin-off du Sandman Universe. Ah, j'aurais adoré ça par contre. Et... Après, je sais pas si j'aurais adoré, mais de toute façon, ils font encore des choses sur Sandman Universe. Oui, ça n'a pas dû prendre autant qu'il l'avait espéré, parce que ça a pas mal ralenti, mais oui, il y a des petites mini-séries qui sortent à droite à gauche. Notamment, je crois, Tanyan Defoe, qui en avait fait une, Nightmare Country, je crois que c'est ça. Sur le personnage du Corinthien, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis, voilà, donc ça sort la semaine prochaine. J'enchaîne avec le deuxième titre, parce que Vas-y. Donc, William of Newbury, alors ça, c'est de Michael Evenoming. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure quand tu as évoqué Powers, parce qu'il a travaillé avec Bendis dessus. Michael Evenoming, c'est ça. Lui, il a travaillé chez Marvel, notamment aussi avant, sur Iron Man. Moi, je le connaissais surtout pour son Ragnarok avec Thor, que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, et là, il a fait aussi, alors ça, je ne l'ai pas lu, mais ça m'intéresse beaucoup. Je prendrai peut-être le TPB. Je ne sais pas si ce sera prévu en VF. Donc, il fait ça avec James Tynion IV de Blue Book. De Blue Book, ça se base sur des témoignages, si vous voulez, de gens qui auraient vu des extraterrestres ou qui auraient vu des apparitions, des ovnis, des choses inexplicables, surnaturelles. Et du coup, c'est raconté dans plusieurs récits comme ça. Ça a assez bonne presse, Tynion IV. Bon, allez, il lui arrive de se louper, mais pas souvent quand même.
Donc avec Michael Evan Hemming, ça m'intrigue parce qu'il a un style qui est très intéressant. Et donc voilà, William Love Newbury, c'est comme on le voit sur la cover, je le décris pour nos auditeurs, c'est une sorte de raton laveur, j'ai l'impression, c'est ça, hein, armé d'un bâton. Et il a l'air d'être dans un univers, ma foi, de morts-vivants dans un cimetière. On voit des squelettes. Et alors, ce fond en aquarelle, le fond en aquarelle plus ce petit personnage avec sa petite tenue capuche Jedi, là, je me suis dit, banco, j'y vais. La couverture me fait penser à du Dustin Nguyen. Est-ce que c'est lui? Je crois que Michael Evan Hemming fait tout. Non, je crois que c'est lui. Il fait tout, et d'après le pitch de Dark Horse, ça se passe au XIIe siècle. Et oui, de toute façon, c'est ce que j'avais vu, c'est que ça se base sur une histoire ou légende urbaine de l'Angleterre du Moyen-Âge. Top. Donc, quelque chose qu'il faudra que je revérifie. J'en reparlerai dans une prochaine émission, là, que je me renseigne un peu plus dessus. Non, mais il y a le temps, ça sort fin mai. Ça sort fin mai, de toute façon. Moi, je vais aller, donc, c'est préco, je vais aller dessus. Et puis, je vais m'enseigner, parce que je vais peut-être apprendre quelque chose que j'enseignerai à mes élèves ensuite, parce que je t'avoue que cette légende anglaise, je la connais pas du tout. Donc, je vais peut-être apprendre un truc que je vais transmettre ensuite. Ça va être cool. Donc, voilà pour Dark Horse. Et on finit avec Boom, du coup. Boom Studio, où il y a deux titres qui ont retenu notre attention. Donc, un pour toi, Isoka, un pour moi. Je te laisse commencer. Je commence par Uncanny Valley, qui lui sort au mois d'avril. Uncanny Valley, c'est celui de gauche que vous voyez pour ceux qui regardent l'émission. Alors, Uncanny Valley, c'est encore une fois. Attendez, j'ai un trou. Oui, je crois que c'est Tony Flix, encore une fois, au Sénat. Oui, c'est ça. Pas de bêtises, c'est ça. J'ai eu un gros doute et du coup, j'avais peur de dire une bêtise. Donc, encore Tony Flix, donc celui dont on parlait tout à l'heure pour Farrell, qui est un petit. Et c'est, je crois, Dave Wachter au dessin. Dave Wachter qui a un style très cartoony, moi que j'aime beaucoup, qui peut être à la fois cartoony et qui peut aller. Alors, il sera toujours en cartoony, mais il peut y aller plus ou moins, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il peut aller vers du cartoony qui fait semblant d'être réaliste ou du cartoony qui s'assume complètement. Et là, en gros, oui, exactement, comme on voit sur la cover. Et en gros, j'allais dire que j'allais faire une passerelle tout à l'heure avec Something Epic. Elle est là parce que j'ai l'impression que ça s'inspire pas mal de Something Epic. Ça va être un petit gamin qui va avoir un pouvoir sur l'imaginaire. Je ne sais pas à quel degré. Moi, c'est pareil. L'équipe m'intéressait. J'aime bien cet univers, un petit peu comme on parlait tout à l'heure, Cool World, Who Framed Roger Rabbit, tous ces trucs-là. Je trouve ça, ça rappelle un petit peu mon côté enfant, merveilleux. Et en tout cas, Kudansky sur Something Epic, j'ai adoré ce qu'il en a fait. Vraiment centré autour de l'imagination, autour de enfants, adolescents, passage à l'adulte, responsabilité, des choses qu'on assume, qu'on veut fuir. Là, ce sera peut-être un autre biais, un autre prisme, on va voir. Ça m'intrigue en tout cas. Ouais, pareil, moi j'ai pris la préco pour voir ce que ça donnait. Et justement, j'avais exactement cette même comparaison avec Something Epic que j'aime beaucoup aussi, même si beaucoup trop bavard. Mais, pardon. Mais ça me donnait l'impression d'être le pendant un peu plus joyeux et coloré de Something Epic. C'est ça. Et puis en plus, on remarque, vous voyez, des personnages un petit peu connus, on va dire, de la culture pop cartoon. Au premier plan, on a le chasseur, Sam le chasseur, je sais plus. Sam le pirate. Mais c'est Sam le pirate sans les droits, donc c'est plus Sam le chasseur du coup. C'est Sam le chasseur. On voit une espèce de Ryu là, mais un Ryu qui ferait vraiment japonais, lui pour le compte, qui ferait pas occidental. C'est intéressant parce que Ryu est japonais, mais avec des traits occidentaux un petit peu souvent dans les comics, dans les jeux vidéo. C'est entre Ryu et les maîtres de l'univers. Ouais. On voit une espèce de. En fond, elle ressemble énormément à la. Oh là là, je confonds tout, moi, il faut m'aider, les fans de Disney. La sorcière de La Belle au Bois dormant, non? Maléfique. Je crois que c'est ça. Ouais. C'est ça. On voit une espèce d'une des bonnes fées de La Belle au Bois dormant aussi. Un peu fée clochette aussi. Ouais, c'est ça. T'as raison, c'est peut-être plus la fée clochette d'ailleurs. Donc voilà, avec des. Enfin, je sais pas, je trouve ça assez intriguant. Donc voilà, je vais aller dessus sur les auteurs et la cover. Don't judge a book by its cover, il paraît. Il faut pas juger un livre par sa couverture.
Ouais, dans les comics, c'est mal barré. Hein. Ouais. Et donc ouais, ça, bah, c'est 5 $, je crois, le prix de lancement pour la première issue, et ça sort le mois prochain, si je dis pas de bêtises. Et pareil, issue annoncé à 5 $ en prix de lancement, c'est Crocodile Black de Philip Kennedy Johnson. Philip Kennedy Johnson, très connu en France, notamment pour son World War Saga sur Superman, sa reprise de Hulk après Donny Cates. Enfin, il a un petit succès d'estime. Il a repris Alien aussi. Ouais, alors ça... Je le signale, c'est tout. Ouais, c'est pas son plus haut fait d'armes. Mais là, du coup, il part sur une série en creator owned chez Boom Studio. Il sera épaulé par quelqu'un dont j'ai certainement écorché le prénom, qui s'appelle Somnath Pal. Donc pareil, j'y suis allé là clairement sur le nom de PKJ, parce que bah, son Warlord Saga, j'ai adoré, et puis en plus magnifié par les traits de Federici. Donc là, je me suis dit du PKJ en indé, ça va être l'occasion de découvrir ce qu'il peut faire sans avoir de contraintes éditoriales fortes. Donc pareil, j'y suis allé à l'aveugle. C'est complètement sur le nom. Mais je me suis dit, on va avoir au pire un Crocodile Dundee un peu plus sombre. Et voilà. Donc ça, c'est prévu pour le mois de mai 2024, et c'est pareil, c'est à 5 €. Et j'ai le pitch sous les yeux. Donc c'est qu'est-ce qui peut bien pousser quelqu'un à se tourner vers le crime, en particulier dans une dystopie moderne et paralysée par la pandémie. Notre héros, Danny, est un jeune homme banal qui a l'habitude de s'échapper de la réalité en passant par la fiction. Avec un manque profond de contrôle sur sa propre vie, celui-ci va être témoin de quelque chose en effectuant l'une de ses livraisons pour le travail, qui va le transformer pour toujours. Son existence s'apprête à devenir aussi noire que ses potes en peau de crocodile. Et donc, c'est un thriller criminel, avec des covers de Andrea Sorrentino. Le teasing toujours, on en parlera tout à l'heure. C'est des titres qui vous attirent, là, dans ces deux-là, Ada, Selena ? Moi, le premier, j'aime bien effectivement le côté un peu cartoony et tout, donc à voir. Et le deuxième, la cover déjà est super canon, mais en même temps, c'est Sorrentino, hein. Et ouais, le pitch m'intrigue. Donc peut-être que j'y jetterai un coup d'œil. Ouais. Ouais, un peu pareil. Ça me donne bien envie d'y jeter un œil. Après, pas de là à y aller en VO. Si ça sort chez un éditeur VF, je leur laisserai sans doute une chance. Mais voilà, contrairement au Tom King dont on parlait juste avant, voilà. Il y a beaucoup de choses à lire et il faut faire des choix. C'est clair. Mais c'est clair qu'ils sont intrigants. Ça oui. Après, Sorrentino, oui, vas-y. J'allais dire, on a l'impression que Sorrentino, il se réinvente pas mal ces derniers temps quand même. Oui. Parce que là, sur cette cover, tu me le dis pas, je suis pas sûr de le deviner que c'est lui. Hein. Bah, ça peut faire mais c'est super. Cross. Ouais, mais en fait, on l'a vu même, et sur les Batman, dont on va parler, dont on a déjà parlé sur la première émission, dans les 142, 143 pour les timelines futures, son style de dessin et le style de dessin là, c'est pas le même, je trouve, que ce qu'on a vu dans Gideon Falls ou dans les bonnes arcades Mythos, tu vois. Ouais. Donc il y a vraiment, je trouve qu'il se cherche, enfin pas il se cherche, mais il va adapter son style en fonction du comics dans lequel il va être, quoi. Et Ouais, ça, je trouve que c'est la part d'un artiste, c'est très fort, quoi. Après, tu peux pas comparer non plus une cover à un intérieur. Non, t'as beaucoup de temps pour une cover que pour un intérieur où les mecs, ils ont un mois pour le faire, ils sont sur 4 ou 5 séries à la fois. Donc forcément, il y a un peu plus de travail à la va-vite. Mais là, oui, effectivement, tu as un travail sur la lumière, un travail sur les couleurs, la profondeur. Enfin, la cover est vraiment incroyable. Je veux dire, les détails qu'on voit, c'est les détails de Libermero, de choses comme ça, quoi. Oui. Mais Boom, c'est vraiment l'éditeur qui monte, selon moi. Il n'y a pas beaucoup de séries qui sortent, qui sont achetées. Je les lis pas toutes parce que déjà leurs comics de licence, The Expanse ou d'autres choses comme ça, j'ai pas encore lu les romans, j'ai pas vu la série, donc ça va être un peu compliqué. Mais leurs comics indés, il y a Grimm qui est incroyable, il y a Dame Demol dont on parlera tout à l'heure qui est vraiment très bon. Enfin, ils ont un catalogue qui commence à s'étoffer très sévèrement et avec vraiment de la qualité. Une de mes séries préférées de 2022, c'était Behold Behemoth. C'est chez Boom, une série en 5 numéros. Je ne sais pas si ça sortira en France un jour, mais c'est génial. Hein. Je vais faire un appel aux éditeurs français. Franchement, Behold Behemoth, c'est top. Il y avait une autre série. Écoutez. Peut-être. Ouais. Et il y a une autre série, Specs, qui était très sympa avec des lunettes maléfiques.
qui était vraiment très bien, une mini en 4 ou 5, je sais plus. Enfin, en fait, le problème de Boom, c'est qu'il y a beaucoup de mini. Parce qu'ils savent pas si ça va se vendre, ils peuvent pas se permettre d'aller sur une régulière comme ça. Tiens, salut, oui, je te connais pas trop, mais t'as une bonne idée. Bah allez, vas-y, bro, 40 numéros, let's go. On peut pas. Et du coup. Et leurs ongoing, tu as régulièrement des pauses. Grimm, tu as une pause de 3 mois tous les arcs. Something Excelling the Children, c'est la même. Mais par contre, ça dure. Et ils ont des auteurs, mais Stéphanie Phillips, je pariais pas vraiment un copec dessus parce que son Harley Quinn n'est pas exceptionnel. Et Grimm, je prends un pied incroyable à lire chaque arc, quoi. C'est Flaviano, ça aide aussi. Hein. Pardon ? Les dessins de Flaviano aident beaucoup. C'est magnifique. Clairement, et la couleur de Nico Renzi est très bonne aussi. Ah ouais, c'est un régal à lire. Et oui, et bah pour ceux qui veulent savoir un peu plus ce qu'il en est de Grimm, je mettrai les liens dans la description de la vidéo. Il y a les chroniques qui ont été faites sur Konatan et Koyama. Voilà. Petit instant pub fini. Donc voilà, bah pour les news VO, ce qui a retenu notre attention sur les sorties à venir sur ces 3 prochains mois. Et on va passer sur les news DF. News VF, il y a eu un très 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 gros planning, le planning des 3 prochains mois, des 3 mois estivaux d'Urban Comics qui a été donné, avec pas mal de belles choses et surtout beaucoup d'indés et beaucoup de jokers. N'aurait-il pas un film cette année? Ah, mais c'était pour ça. Tout s'explique. Et donc ouais, on a la suite du Murphyverse avec le Batman Génération de Joker, enfin le White Knight pardon de Génération de Joker, qui va sortir en 2 éditions. On a la suite de Dark Knight of Steel où le lecteur VF peuvent s'estimer heureux de l'avoir eu en l'espace d'1 an les 2 tomes, parce que la dizaine ou douzaine de numéros en VO est sorti sur pas loin de 2 ans vu les retards que ça a pris. Il y a une énorme coupure en fait après le 6. Oui, et pareil. Oui, et les numéros ne sortaient plus en façon mensuelle. Ça suivait plutôt un schéma Geoff Jones. C'est oui, je vais écrire ça, mais je vais écrire d'autres choses. Donc d'ici, on verra quand on aura le temps. Donc voilà, il y a Dark Knight of Steel. Si vous avez aimé, estimez-vous heureux, lecteur français. Ça sort vite. Et surtout, des titres dont on a parlé la semaine dernière, dont on a les dates de sortie, avec Aurore, la rebelle au bois dormant, donc qui s'appelle Braillard en VO, dont la série reprend. On s'est tombé dans les sollicitations pour avril ou pour mai, je sais plus, mais la 5e issue, qui est la suite du premier arc qui sort là, sort chez Boom aussi. Donc là, c'est pas 3 mois de pause, c'est 1 an et demi de pause qu'on a eu entre les 2 arcs. Mais voilà, c'est les fans de cette version d'Aurore peuvent se réjouir, ils vont pouvoir continuer à la voir botter des culs. Mais surtout, on a le Batman Nocturne qui sort, qui est une série, je crois. Bon, toi, Isoka, je sais que tu lis le Detective Comics de Ramvi. Alors, je le prends, mais je l'ai pas lu encore. C'est-à-dire que moi, il y a pas mal de singles je prends parce que moi, la Trinité, je prends. Mais j'avais pas mal de retard, en fait, comme j'explique un petit peu, je suis un peu complétiste, moi je suis un petit peu psychorigide. J'ai besoin de lire un petit peu tout ce qui s'est fait dans les évolutions d'univers. Et c'est pour ça, j'ai fait une entorse pour Batman, parce que je me suis dit, s'en fout. 1939, ça commence à remonter en issue, quoi. Non, mais bien sûr, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que depuis au moins No Man's Land, je crois que j'ai presque lu tous les épisodes de Batman ou de Detective Comics. Presque tous, à part une vingtaine de numéros de Detective Comics. Et du coup, là, j'attendais un petit peu, mais oui, non, je les lis pas encore. Mais je vais m'y mettre, mais c'est pareil, je sais pas trop à quoi m'attendre, on va voir. En tout cas, ça a l'air très beau. Ce que j'ai vu. Oui, c'est Raphaël Albuquerque et ouais. C'est un dessinateur que j'aime bien, qu'on voit pas assez souvent, mais que j'aime beaucoup. Il y a des choses qui ont retenu votre attention, vous, dans ce premier mois d'annonce, là, Léna, Adas? Vas-y, Adas. Ouais, alors Aurore, Rebelle au bois dormant, Braillard, j'ai acheté le TPB-VO littéralement une semaine avant que Urban me fasse l'annonce, parce que je me suis dit, tiens, ça fait quand même longtemps qu'il est sorti, peut-être qu'aucun éditeur VF ne s'y est intéressé. Bon, tant pis, j'adore Germán Garcia, le dessinateur, donc ça,
je pense que je le reprendrai en VF pour soutenir aussi l'initiative. Et le Sacrificer de Remender me botte bien aussi. Sur les titres d'essai à proprement parler, je prendrai Dark Knight of Steel tome 2. J'ai pas encore lu le premier, mais j'enchaînerai sans doute les deux. Et ouais, c'est à peu près tout. Il y a le Wonder Woman de Tom King dont on n'a pas parlé, qui me rend curieux parce que c'est Tom King, mais Tom King en continuité, comme on disait tout à l'heure avec Batman et Heroes in Crisis, c'est pas forcément là qu'il est le plus à l'aise. Donc je ne sais pas trop. Ouais, moi, j'ai envie de rester copain avec des viandes, donc c'est pour ça que j'en parle pas de celui-là. Quand tu te faire boycotter. C'est ça. Non, et puis il dort chez moi pour la PFF. Je vais avoir des représailles, ça va pas être bon. C'est trop risqué. Ouais, moi, surtout de l'indé, effectivement. Donc, Sacrificers de Remender, donc déjà, ça vend bien. Kaya, je crois que c'est vous qui en avez vu plutôt des bons retours, donc ça me tentait pas mal. Void Rivals, j'avais prévu de le lire en VO, et vu que c'est annoncé en VF, j'irai peut-être plus sur la VF. Et après, je lis les Batman Nocturnes, mais pas régulièrement. C'est vraiment quand il reste un petit peu de budget dans le mois. Donc, tout ou tard, j'irai sur ce 4e tome. Mais par contre, le Dark Knight of Steel me tente bien, notamment avec les variantes cover de Dan Mora que je trouve super belles. Donc, c'est vrai que c'est aussi un argument de taille. Donc, ouais, mois de mai qui s'annonce quand même un peu chargé parce que rien qu'Urban, il y a pas mal de trucs qui me tentent, quoi. Ouais, c'est entre. Moi, alors le mois de mai est plutôt chez Panini. J'ai plus la liste sous les yeux de ce qui avait retenu mon attention, mais là, si les sorties n'étaient pas folles sur ce premier trimestre, la fin du premier semestre va faire très très mal au compte en banque et il va falloir blacklister le numéro de la banque. Donc sur le mois de juillet, beaucoup de sorties, mais beaucoup de sorties kids, young adultes, avec l'intégrale, par exemple, de Teen Titans, Raven, Beast Boy, Teen Titans Robin, qui est le Batman When Family, qui ça, pour le coup, c'est un webtoon qui réussit, vu qu'il est publié aussi bien en VO, en papier qu'en VF. Mais là, les très grosses sorties, pour moi, c'est plutôt le JSA Chronicles, le Lazarus, que j'ai pas encore lu, c'est déjà la 3e intégrale, j'ai même pas acheté la première. Je pleure déjà. Le Black Science et le Hitman qui est toujours sur ma palle, où s'ils nous font une édition aussi folle que ce qui a été fait pour le premier tome, on a un omnibus à 39 €. Enfin, ça fait pas longtemps hésiter sur l'achat, quoi. Et puis, oui. Non, j'allais dire, il rigole zéro, Urban, sur la régularité des sorties d'intégrales. Parce que Lazarus, ça y est, ils vont rattraper le retard de ce qui est sorti en VF. Mais même Black Science, la première vient de sortir, là. Ouais. Mais c'est ça. Non, mais c'est génial, pour les lecteurs VF, c'est excellent. Et moi, personnellement, Lazarus, j'ai les tomes Glénat, donc c'est te dire que Early Adopter, moi j'aime depuis le début, je vous conseille cette série, elle est géniale. C'est tellement intelligent, c'est tellement malin, c'est le meilleur travail de Michael Lark. Si vous l'avez vu dans Gotham Central, vous ne le reconnaîtrez pas. Et je trouve qu'il a étoffé son travail, c'est plus épuré, je trouve qu'il est super fort en plus dans les scènes d'action. Et Black Science, c'est une super pépite, même s'il n'est pas hyper accueillant. Le premier ou les 2 premiers numéros, c'est un peu comme Fear Agent. Vous allez vous demander ce que vous foutez là. Continuez, ça vaut le coup. Vraiment, Black Science, c'est génial. Ok, et puis il y a le... JSA, mais de toute façon, c'est du Geoff Jones de l'époque. Il n'y a même pas besoin de se dire est-ce que ça vaut le prix d'être pris. Oui, Geoff Jones de 99 à 2010, tout est bon. Et oui, je te maudis, je t'aimais bien jusque-là, mais les omnibus, ceci dit, j'ai failli les prendre et au moment où j'allais craquer, il y a eu l'annonce d'Urban qui a dit on les sort en Chronicle. J'ai fait bon, c'est bien, ça me va. Moi, je les ai achetés 2 ans avant l'annonce. S'ils avaient annoncé, j'aurais pas pris les omnibus. Les Chronicles, c'est génial comme édition. En plus, t'as l'apport éditorial que moi, j'ai pas. Oui, c'est vrai que l'apport éditorial sur les omnibus d'ici, elle est pas terrible. La qualité d'édition est largement supérieure aux omnibus Marvel. Le papier est quand même plus épais. Les tomes sont beaucoup plus massifs. Mon tome de Teen Titans, il est à peu près si conséquent que le Hellboy, que
j'ai pas affiché, Non, je suis mais le d'accord. gros Monster Size Hellboy qui pèse 6 kilos, on doit être sur du 5 kilos à peu près pour l'Omnibus Teen Titans. Je suis complètement d'accord. Attends, je veux juste vous montrer, si j'arrive à le chauffer, l'omnibus Spider-Man de McFarlane, pour vous montrer à quel point il est fin, quoi. C'est Mais un, c'est c'est ça. un Deluxe. Un omnibus. Ouais, c'est Mais, clair. mais les pages en VO, c'est du papier magazine hyper fin la plupart du Oui. temps. Donc les lecteurs VF, on a du papier de bien meilleure qualité. Hein. Ouais, oui, alors pour oui. la plupart du temps, attention. Oui, parce que si on reprend par exemple les omnibus Complexe du Messie et Retour du Messie, c'était un scandale. 60 € pour des Deluxe, c'était un énorme scandale, quoi. Mais et autre série aussi, alors ça c'est une curiosité que j'ai trouvé un poil plus intéressante que le Jurassic League, qui était pas du tout pour moi le Jurassic League. C'est le Justice League versus Kong versus Godzilla, enfin versus Godzilla versus Kong. Titre qui sur le début m'a laissé un petit peu circonspect, voire pas du tout emballé. Et ça finit par prendre un petit peu une tournure assez... Alors, c'est pas fun, on reste sur quelque chose de grave et de sérieux, mais ça prend son envol autour de la 3e ou 4e issue, et c'est une série qui est assez plaisante à lire. Ça manque de côté un peu nanar, débile, défouloir, ce que j'attendais clairement d'un titre qui annonce des super-héros contre des monstres, mais ça reste assez intéressant à lire. Des choses qui vous intéressent sur ce mois-ci? Le GSA, déjà clairement, le Black Science, Lazarus un jour, mais pareil, j'ai toujours pas pris la première, donc ça ne sera pas pour tout de suite. Et puis ouais, Justice League versus Godzilla, j'ai vu quelques planches qui m'ont bien impressionné, donc rien que pour ça, j'y jetterai un coup d'œil. Ouais. Ouais, moi, le Lazarus, j'ai pris la première intégrale que j'ai vraiment adorée. Donc là, j'attends la 2e ce mois-ci. Et donc la 3e en suivant, évidemment. Et Black Science, pareil, je l'ai pris. Je ne l'ai pas encore lu, mais je l'ai pris. Donc j'irai sur le tome 2, assurément. Et je pense que chez Urban, ce mois-ci, ça sera déjà suffisant. Hein, parce qu'il y aura sûrement chez d'autres éditeurs d'autres trucs à prendre. Donc... Et puis oui, tu es quasiment sur 80 € pour 2 titres. Oui, déjà, rien que les 2 intégrales, en termes de budget, ça creuse un trou. Ouais, donc, c'est ça. Mais Black Science, je les avais lus en médiathèque à l'époque. Donc là, je profite des intégrales pour les avoir dans une belle édition et tout. Mais ouais, je plus sois totalement ce que tu disais, Isoka. J'avais été impressionné par le... C'est vrai que le début est très rapide. Ça te balance directement dans cet univers qui est un peu âpre à appréhender. Mais la folie des designs, des idées de SF qu'il met en place... ouais. Et Matteo Scalera, quoi. Moi, c'est là où j'ai découvert Matteo Scalera. Je ne le connaissais pas avant. Je me suis dit, cet artiste, il est incroyable. Oui, on le voit souvent maintenant. Hein. Oui, clairement. Et donc, j'ai fait mon travail comme un cochon, parce que j'ai mis le mois de juin après le mois de juillet. Pour faire du voyage dans le temps un peu, c'est pour voir si les gens suivent. C'est ça. On va pas faire comme tout le monde. Ah oui, ok, mai, juin, juillet. Non, on fait mai, juillet, juin. C'est quoi le problème? C'est bien. Un ordre calendaire, c'est surfait. De toute façon, juillet et août, c'est 2 mois qui ont été rajoutés, tout ça pour les empereurs Julius et Augustus. Donc c'est même pas des mois qu'on devait prendre en compte. Voilà. C'était prof. Je croyais que ça avait été rajouté pour les profs. Ah, mais bien sûr, évidemment. Pour les élèves, pour que les élèves, les petits chérubins, ils soient reposés quand même. Bah oui. Attends, ils travaillent tellement dur toute l'année. Ils se reposent, les loups. Bah oui, j'imagine. Bah oui. Mais donc oui, sur ce mois de juin, on a encore du Joker avec les derniers jours d'un clown. On a le retour de Gertrude avec Fluff Fairyland en 2 éditions différentes. On reste avec du Scotty Young. De toute façon, c'est un peu le mois Scotty Young, vu qu'il y a Twig et Middle West qui sortent. On en parlait tout à l'heure. Merci à ton super teasing. Tu devrais t'appeler Isoka Teaser, en fait. Ah, je vais y songer. Et... Oui. Non, vas-y, je t'en prie. Non, j'allais rebondir, mais à la limite, je dirai après, parce que... On a la super suite de la meilleure série Batman du monde avec le Dark City Tomcat qui est l'arc juste après Gotham Noir et juste avant celui dont on va traiter tout à l'heure, il me semble. Non, je pense que tu auras tout parce qu'ils ont annoncé qu'il y aurait 6 ou 8 épisodes. Donc
Je pense qu'il y aura les 3 épisodes Mind Bomb plus les 3 épisodes Joker Year One. Ouais. Dans ce tome 4, je pense. Super lecture. Et de l'indé avec le Transformers tome 1, donc la première série de l'Energon Universe. Le Zorro de Sean Murphy, qui est une mini qui est en pause pour le moment, dont il a pris... Les droits pour Zorro appartiennent à Sean Murphy maintenant, de ce que j'ai cru comprendre, ou alors il a acheté les droits d'adaptation. Mais ah non, mais il a les droits, il fait ce qu'il veut de Zorro. Ah, il est propriétaire carrément des droits de Zorro. Ok. Ah, c'est bien cru comprendre ça, ça m'a coûté une fortune, mais bon, il pouvait plus ou moins se le permettre. Pour l'instant, c'est une mini en 4. Moi, j'ai le deuxième qui est là qui n'est pas encore lu. Non, les 4 vont sortir. Hein. Là, on va avoir les 4 numéros d'Entre les Morts chez Urban, du coup. Là, le deuxième est sorti là en... Je sais plus, fin février, je crois. Donc là, en mars, on va voir le 3 et en avril, on aura le 4. Ok. Et donc, il y a Hitomi et Gospel. Alors moi, c'est Hitomi qui m'a vraiment intrigué. Cette histoire de samouraï, Ronin, ça avait l'air plutôt intéressant. Excusez-moi. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom dans Comic City, il en dit du plus grand bien. Monsieur mais non, mais dis pas ça, tu t'as fait fuir la majorité de l'auditoire Comic City qui ne prendra pas ce titre du coup. Aïe. Mais peut-être que l'autre moitié le prendra, que veux-tu, je sais pas. Et pour les fans de Chronicles, le volume 2 de l'année 88 de Superman. Pour moi, ce sera un tout petit mois parce que y a éventuellement le Twig que j'avais pris en issue, que j'avais bien aimé, et le Hitomi, mais le reste m'intéresse pas des masses. La reprise de Hyde Fairyland, allez, moi je la trouve pas. Enfin, j'avais bien aimé la première série, vraiment. J'avais beaucoup aimé, je la trouvais bien délirante. J'aimais bien lire ça. Je trouvais qu'il y a des super doubles splash. C'était vraiment assez décalé et drôle à lire. La reprise, les premiers numéros, je les ai trouvés vraiment pas convaincants, notamment un que j'ai trouvé carrément mauvais. Il y a un numéro, je m'en souviens très bien. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Enfin, c'est Gertrude qui pue. Voilà. Il y a un numéro où c'est Gertrude qui pue, c'est tout. Elle sent mauvais. Et comment faut-il faire, du coup? Voilà. Pour qu'elle ne se pue plus. Voilà. Enfin bref. Et après, là, le deuxième arc de la reprise est bien mieux. Et plus intéressant. Mais là, il est complètement en roue libre, Scotty Young. Et il s'assume en roue libre. Hein. Mais du coup, c'est pas lui au dessin, c'est Brett Bean qui fait du Scotty Young en moins bien, en plus, en plus criard, avec des couleurs, même les couleurs, je ne sais pas s'il s'entoure de Beaulieu encore à la couleur, je ne sais plus, mais il n'y a pas le rendu qu'on avait sur la première série, et en plus, je trouve que le scénario est moins bon. Donc moi, je ne suis pas très convaincu. Autant Twig et Middle West, allez-y, que la reprise de Fairyland, franchement, moi, j'ai pas été convaincu. Et Zorro, j'ai lu le premier numéro, que j'ai trouvé très bon, j'ai pas encore lu le deuxième, mais waouh, c'était trop beau en tout cas. Du grand Sean Murphy, quoi. D'accord. Et vous deux, Adas, Léna, des choses en particulier? Alors, Middle West, oui, j'ai cru comprendre. Pour toi, Léna? Bah oui, parce que du coup, le fait que ça sorte en intégrale, c'est l'occasion de se mettre dessus, en fait. Donc, merci Urban. Et puis Twig, franchement, me tente, donc pourquoi pas. Voilà. Twig, c'est le début est pas forcément conseillable aux enfants parce que c'est un petit peu trash. Mais toute la suite est entre la lecture pour enfants et la lecture plus adulte avec une deuxième lecture plus profonde. C'est vraiment quelque chose que ça a été un petit coup de cœur, cette série, quand elle est sortie en VO. Ouais, c'est super agréable. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, c'est pareil. C'est super agréable à lire. C'est très, très beau. C'est Kyle Strahm au dessin. C'est magnifique. Des très belles couleurs. C'est très feel good. Hein. Faut pas s'attendre à quelque chose d'incroyable. C'est très feel good, mais il y a quand même une chute qui est super. Il y a quand même une chute où on se dit ils sont forts, ils ont bien joué. Donc c'est une lecture très agréable. D'ailleurs, ils vont sortir dans la collection Urban Blast, tout comme les titres, je crois, si je dis pas de bêtises, One Family Adventures ou les titres Teen Titans. Je crois qu'ils sortiront également en Urban Blast. Cette collection désignée un petit peu plus à la jeunesse, si je dis pas d'annerie. Et pour toi, Das, qu'est-ce qui pourrait te tenter ce mois-ci? Tu disais tout à l'heure, Hitomi me tente bien. J'en avais pas entendu parler. C'est la présentation d'Urban qui m'a pas mal intrigué. Je tenterai le Transformers parce que Daniel Warren Johnson et parce que Transformers, ça reste des bons souvenirs. Donc si c'est aussi bien fait que pouvait l'être la série Power Rangers qui sortait chez Glénat,
et qu'il a été reprise en intégrale par Vestron. 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 Mauvaise habitude, mais ouais, ça me tente très bien. Puis après, les Scotty Young, ça je prendrais, mais pour offrir à mon frère, il aime beaucoup, donc on a cette tradition que je lui offre les Scotty Young qui sortent. Et il me les prête après. Il préfère avoir l'intégrale que le Urban Link, à mon avis. Hein. Oui, mais pour le coup, j'avais pas pris les Middle West à l'époque, et je pense qu'il sera très content d'avoir l'intégrale. Et c'est vrai que vous avez la chance, vous, d'être un peu plus jeune et d'avoir connu les films de Michael Bay pour souvenirs d'enfance de Transformers, pendant qu'Isoka et moi, on a eu la série animée débile des années 80, quoi. J'adorais. Ah ouais. Alors j'aimais bien aussi quand j'étais gamin, et puis j'ai par nostalgie un petit côté retour en enfance, j'ai voulu regarder. Et ben le Captain Planet, le joueur du grenier, ce qu'il a fait sur Captain Planet, c'est moins mauvais que le Transformers de 86. C'est vraiment une purge, ce dessin animé. Ah oui, mais on pouvait nous montrer n'importe quoi quand t'es gosse. Tu t'as pas ce regard, t'as pas ce recul, ce regard critique. Et honnêtement, moi, tu vois, autant j'adorais quand j'étais gamin, j'y vais pas sur les Transformers parce que adulte, ça m'intéresse plus les robots. Mais après, je juge pas. Si c'est le kiff de chacun, qu'ils y aille. Mais moi, tout ce qui est méca, robots, la seule exception que j'ai faite, mais j'ai pas encore les issues, tu vois, c'est The Forged chez Image Comics parce que c'est Greg Rucka. Voilà. C'est Greg Rucka au scénar, donc j'y suis allé. En plus, c'est des grands formats, tu sais, comme le Black Label plus large, qui sortent en issues. Je les ai pas encore lus, il y en a déjà 6 qui sont sortis. D'ailleurs, je m'y mettrai, et puis je vous en parlerai à l'occasion, mais voilà, des Greg Rucka sur du mecha, ça m'intéressait. Mais a priori, des mecha, moi, j'y vais pas. Ouais, bah, c'est un peu pareil. Le Void Rivals peut me tenter parce que c'est de la SF. Mais après, le reste, et puis G.I. Joe, non, c'est bon, quoi. Pour moi, ça restera la pub pour le jouet de mon enfance, quoi. Le dessin animé, c'était une pub de 20 minutes pour te vendre les jouets en plastique avec plein de versions différentes, juste pour faire cracher la thune aux parents. Ah, mais c'était l'objectif assumé des dessins animés de l'époque. Hein. Je veux dire, moi, j'étais un fan des Tortues Ninja, on en parlera tout à l'heure des dessins animés. J'avais tous les jouets possibles. J'avais tous les jeux possibles Tortue Ninja. Dès qu'ils faisaient une nouvelle version, mais je l'ai pas, lui, c'est quoi? Mais t'as vu, maman, il a un chapeau, mais j'ai pas le chapeau. Non, mais c'est bien sûr. Hein. Et ça coûtait une blinde en plus. Bien sûr. Et les jouets, on en aura toujours besoin. C'est ça. Faites des gosses. On continue du coup sur les news avec là des news qui vont surtout parler à Hadas, vu qu'on rentre sur son univers de cœur, avec l'annonce de deux épiques Star Wars et un grand format. Je te laisse un peu nous les présenter parce que c'est quand même toi le spécialiste de la clique là ce soir. Donc la parole est à toi. Je vais essayer de faire vite parce qu'on a déjà un petit peu traîné sur les news, mais ouais, Star Wars c'est vraiment mon univers de cœur et j'adore prolonger l'expérience des films avec les romans et avec les comics. Et donc Panini propose les récits de l'univers Legends. Alors Star Wars a été développé en comics pendant des années par Marvel, puis ça a été repris par Dark Horse, qui ont plus ou moins remis à zéro, jusqu'en 2014 où Disney a racheté et a relancé son univers à lui, qui depuis est canon avec les films qui ont été faits. Donc tous ces comics-là avaient été édités par Delcourt à l'époque, et maintenant que Panini a récupéré les droits, il les réédite avec ce bandeau Legends, qui signifie donc que c'est l'univers avant 2014. Qui était publié chez Dark Horse en VO, si je dis pas de bêtises. Ouais, exactement. Et du coup, ils les sortent dans les Epic Collections, donc comme ils font pour Marvel, avec une édition souple et une édition cartonnée. Et ils classent ça par période. Ils ont repris le fonctionnement des Epic Collections VO là-dessus, c'est plutôt bien fait. Donc la série L'Empire qui se passe entre les films 3 et 4, La Revanche des Sith et Un Nouvel Espoir. Donc on va retrouver notamment des récits qui sont liés à Dark Vador. La première Epic Collection de cette collection-là reprenait des épisodes liés à la purge des Jedi. Je ne sais pas exactement où ça en est, parce que ça fait partie dans ce tome-là, ça fait partie des rares séries que je ne suis pas. Parce que Dark Vador, j'aime bien, mais au bout d'un moment, on le voit partout et ça fatigue un peu. Il perd son aura un peu menaçant. Cette cover est très très classe.
La série Legacy, par contre, celle-là, je la lis parce que je ne l'avais pas prise à l'époque chez Delcourt, donc là, je la suis chez Panini. Ça se passe une bonne centaine d'années, 140 ans après les films. On suit un lointain descendant de Luke Skywalker qui il voit son ancêtre Luke en fantôme de force qui lui dit écoute, tu es un héritier des Jedi, il faut que tu manipules la force et que tu ailles botter le cul des Sith. Et lui, il est en mode non, j'ai pas trop envie. Je préfère prendre beaucoup de drogue et jouer aux contrebandiers dans la galaxie. Normal. Non, ouais, le personnage a été traumatisé par la nouvelle chute de l'ordre Jedi des mains des Sith et il va naviguer entre côté clair, côté obscur. C'est une série qui est scénarisée par John Ostrander et dessinée par Ian Dorsema, qui ont fait pas mal de choses dans l'univers Legends, notamment toute la série République dans la période The Clone Wars. D'ailleurs, il y a des personnages qui reviennent de cette série-là dans Legacy. Comme ça, des liens qui se créent entre ce que le duo a pu faire dans le passé. Et c'est vraiment chouette, ça change pas mal d'ambiance par rapport à ce qu'on peut lire ailleurs dans l'univers Star Wars. Ils vont récupérer aussi des choses qui ont eu lieu dans les romans, notamment tout un cycle de romans qui parle de l'invasion de la galaxie par les Yuuzhan Vong, qui sont une espèce extraterrestre beaucoup plus violente que ce qu'on peut voir d'habitude dans les films. Le comics va récupérer ça, donc ça lui donne aussi cette teinte un peu plus sombre que ce à quoi l'univers nous a habitués, et c'est vraiment bien. Ok. Voilà. Et donc au milieu, sur l'image pour ceux qui regardent sur YouTube, c'est la trilogie de Throne, qui est l'adaptation en comics de la Croisade Noire du Jedi Fu. Donc les 3 romans de Timothy Zahn qui ont un peu marqué un tournant dans l'univers étendu. Il y a eu des romans avant la trilogie de Zahn, mais c'est vraiment ce qu'on imagine quand on pense romans dérivés de films. Donc le truc, on trouve les personnages assez sympathiques, mais ça va jamais très très loin, alors que Timothy Zahn a vraiment eu l'occasion de pousser la saga beaucoup plus loin, déjà de faire une suite au Retour du Jedi, de reprendre les personnages, d'introduire de nouveaux concepts, et ça a été adapté en comics, et là ils le sortent dans une belle édition avec le dos toilé. On en a déjà vu quelques-uns chez Panini Movie, Les Éternels de Kieran Gillen, voilà, ce genre de belle édition-là. Sans doute pour coller à l'actualité autour du personnage de Throne, qu'on a vu dans la série Ahsoka, notamment. Et si vous suivez les Epic Collections, ce sera dans le tome 4 ou le tome 5 de la période Nouvelle République. Alors moi, j'avais lu le roman de la trilogie du Jedi Noir, Jedi Fu. Et rien que le concept des jumeaux Skywalker était vraiment très sympa, quoi. Ouais, mais c'est assez fou, tu vois, d'une simple réplique dans le 4e film où Obi-Wan lui dit ton père a combattu pendant la guerre des clones, voilà. Bon. Après la guerre des clones, c'est devenu le film, la série animée, mais des années plus tard. Et là, dès les années 90, il s'est dit tiens, les clones existent dans cet univers, donc je peux les utiliser. Et c'est un peu la base de l'histoire, parce que le fameux Jedi Fu, Croisade Noire du Jedi Fu, c'est que le titre français, en anglais, c'est vraiment The Throne Trilogy. Je ne sais pas où ils ont été chercher ce titre-là pour la VF, mais je trouve qu'il est assez classe. On demandera à Pocket. Un petit parfum old school qui me plaît bien. Mais ouais, c'est vrai qu'au centre de l'histoire, il y a ce Jedi Jorus Sebaos, qui est un clone d'un Jedi du temps de la guerre des clones. Donc c'est assez fou. Et j'avais commencé à le relire au moment où Ahsoka sortait, voilà, pour entretenir un petit peu la hype autour de ça. Et non, c'est vrai que c'est vraiment un plaisir. Tu as l'impression d'entendre la voix des acteurs quand tu lis. Donc, 3 lectures. Je n'arrive pas à faire. 3 lectures vivement conseillées. Donc, et oui, pour le Throne Trilogy, ce sera l'équivalent, a priori, d'un Marvel Prestige. Donc, comme il y a eu sur Silver Surfer et Daredevil Echo, grand format, dos toilé, pagination augmentée, vu qu'on est sur plus de 400 pages pour celui-ci. Autre news. Moi, j'ai la version, rapidement, j'ai la version Delcourt, ce que j'ai dit, je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Et ouais, c'est très très bien. C'est cette version-là que j'ai aussi, ouais. Je ne prendrai sans doute pas cette version-là, même si elle me fera de l'œil à n'en pas douter. Ouais, je comprends. J'imagine.
Autre news, et on reste sur un univers qu'on aime beaucoup, Adas et moi, c'est l'univers des Et X-Men. moi aussi. Et moi aussi. Et Isoka aussi, pardon. Ah oui. Alors, Bon, Lena aussi, comme ça on remet tout le monde Bah, ensemble. moi, voilà, je nous sommes tous débutants. Alors, mais alors. Avec donc l'annonce de 3 Deluxe de la période Destiny of X, si je dis pas de bêtises. Excusez-moi. Et 4 Deluxe annoncés, 3 qui ont vraiment retenu mon attention, dont 2 qui sont purement et simplement excellents. Tout d'abord, le Immortal X-Men de Kieron Gillen, et j'ai oublié le dessinateur. Lucas Werneck. C'est ça, merci. Qui introduit aussi le crossover Judgment Day en parallèle de la série Eternals. Série qui voit un peu... Oui, aussi par Kieron Gillen aussi. Et d'ailleurs, il a écrit quasiment tous les numéros du crossover. À lui tout seul. Oui. C'est un peu son bébé, ouais. Clairement. Et bah là, sur cette série, on suit surtout le côté politique de Krakoa et comment les pardon. Les conséquences d'Inferno, en quelque sorte. C'est ça, et comment les différents groupes de X-Men tirent un petit peu les ficelles sur tout ce qui se passe et comment ils vont décider de l'avenir du monde. Et moi déjà, on a une Ororo qui est plutôt badass, alors qui, comme à son habitude, envoie chier quasiment tout le monde. Mais une Ororo qui me plaît beaucoup, et vraiment des intrigues qui sont vraiment bien ficelées. Et justement, c'est une série que je n'ai pas arrêtée parce que ça manquait de qualité, bien au contraire, c'est une série que j'ai arrêtée parce que je voulais la prendre en deluxe. Donc vraiment une lecture conseillée. Et le X-Men Red de Alley Wing, qui là prend complètement la suite de Sword et du Hellfire Gala, où à la fin du Hellfire Gala, les X-Men ont terraformé Mars, et une partie des X-Men vont s'y installer, dont Ororo et Magneto. Et il va y avoir des histoires qui vont se faire avec l'autre île mutante qu'ils ont trouvée, où la plupart ont élu domicile sur Mars, et comment essayer de vivre en communauté tous ensemble sur cette nouvelle planète. Donc pareil, une série avec une intrigue très très bien ficelée, qui conduit complètement à Fall of X sur ses derniers épisodes, et une série déjà très belle visuellement, et puis Alley Wing, c'est un gage de qualité, c'est rarement mauvais ce qu'il fait. C'est clair. Et une autre série, voilà, que je vais te laisser parce que moi je l'ai pas lu du coup. Alors, donc les X-Men de Jerry Duggan, ça a commencé juste avant Destiny of X et ça s'est poursuivi pendant Destiny of X. Donc les premiers épisodes ont commencé directement après le Hellfire Gala. Le premier gala avait justement servi à annoncer cette équipe de X-Men. C'est une série qui est très très fun, qui m'a rappelé pas mal ce qu'avaient fait Joss Whedon et John Cassaday sur Astonishing X-Men. C'est X-Men vraiment en mode blockbuster, en mode on est des super-héros, on vient sauver le monde, sauver la situation. Et avec les planches de Pepe Larraz qui sont à tomber par terre comme toujours. Donc c'est vrai que c'est pas une intrigue aussi complexe, entre guillemets, que ce qu'on peut avoir chez Hickman, chez Wing, chez Kieron Gillen. Quoique, il y a quand même quelques trucs au long cours, notamment par rapport à un super vilain qui apparaît petit à petit, qui développe un plan, qui va être lié à des choses que Wing et Gillen mettent en place aussi. Les 3 séries sont assez imbriquées les unes dans les autres et mènent vers Sins of Sinister, donc ça c'était assez sympathique. Donc ouais, effectivement, peut-être pas aussi bonne que les 2 autres, mais quand on est fan des X-Men, c'est le genre de lecture qui fait plaisir aussi, qui met les personnages en valeur, ouais. C'est ça, et qui ramène un peu de légèreté sur les titres un peu plus lourds qu'on a eu sur les X-Men sur cette période-là. Ouais, totalement. Mais pour rajouter un tout petit mot rapide sur Immortal X-Men, moi j'avais adoré ce qu'avait fait Hickman, j'avais beaucoup aimé la manière dont il concluait l'histoire de Moira dans Inferno. Et Moira n'est pas restée en conclusion très longtemps parce que Ben Percy l'a ramené directement dans X-Death of Wolverine. Et j'ai détesté ce que... Il a transformé un personnage que Hickman avait énormément modifié, mais qu'il avait rendu quand même assez complexe dans ses motivations. Vraiment en méchante de Power Rangers, quoi, mais c'était affligeant. Et en un épisode, le tout premier épisode d'Immortal X-Men, Gillen présente une idée qui est liée à Moira et à Mr. Sinister que j'ai trouvé absolument brillante.
Et ça m'a fait plaisir, après avoir lu X-Death of Wolverine, de voir que des auteurs pouvaient encore avoir des bonnes idées avec ce qu'Hickman avait proposé sur le personnage. Tu viens de me rassurer, là, parce que là, autant tout à l'heure, tu m'as fait perdre de l'argent, tu m'as vendu un titre, parce que moi, je suis bloqué dans ma lecture des X-Men depuis X-Lives and Death of Wolverine, justement. Parce que j'en ai entendu beaucoup de gens qui en ont dit du mal, puis après, je me suis dit, mince, j'ai lu les premières pages, je me suis dit, attends, quoi, il va revenir dans le passé? Est-ce qu'il faut son master de Wolverine? Parce que moi, j'ai pas tout lu sur Wolverine. Donc là, je commençais à lire des récits de Wolverine dans tous les sens, et les gens disaient, c'est pas bon, c'est pas bien. Ah là, je suis hyper content de ce que tu viens de me dire, donc je vais me dépêcher de lire ce bouquin. On verra si ça se trouve, j'aimerais peut-être, on sait jamais. Et puis comme ça, je sais qu'il y aura du bon qui arrive derrière, en tout cas. Ah super, ok. Tu m'as hypé. Tant mieux. Non, mais vraiment bon, autant X-Lives of Wolverine, j'ai juste trouvé ça bourrin et pas très très intéressant. Bon, voilà. C'est Ben Percy, hein. C'est Ben Percy. Mais vraiment, X-Death, ce qu'il a fait de Moira McTaggart, ça m'a vraiment énervé. Mais j'aime pas me mettre dans des états comme ça pour des univers de fiction, voilà, qui restent des plaisirs. T'es censé prendre du plaisir quand tu lis, ou au pire, ça te laisse indifférent, voilà. Mais là, j'étais vraiment en colère, quoi, en terminant X-Death of Wolverine. N'hésite pas à te filmer dans ces cas-là, on est preneur. Pour le bêtisier. Et ben voilà, on a fini pour les news. Et comme cette première partie est déjà beaucoup trop longue, on va couper et faire une deuxième vidéo dont vous trouverez le lien en description, où on parlera des reviews VO et VF